Bienvenue à tous de nouveau. Nous allons maintenant essayer de répondre à vos questions. Il va y avoir beaucoup de questions pour tous ces intervenants. J'espère que nous pourrons répondre à beaucoup de vos questions. Nous avons le docteur Franco Mano, docteur Burrows, Aziz Malfait, Perrière et Charles Hub. Alors, une question pour la professeure Malfait. À votre avis, quel spécialiste devrait traiter la plupart des problèmes de SED, les dislocations, luxations, etc., lorsque ces problèmes ne sont pas de nature vasculaire ou ce n'est pas une urgence? Bonjour tout le monde. Eh bien, je pense que cela dépend du type de problème dont on parle. Si ce sont des problèmes musculo-squelettiques, je pense qu'un kinésithérapeute sera très important pour s'occuper de vos problèmes. Un chirurgien orthopédique peut être important aussi, mais cela va dépendre bien sûr du problème sous-jacent. Il y a beaucoup de symptômes, de signes qui peuvent être associés au SED. Et c'est vrai que chaque spécialiste devrait s'occuper de certains symptômes. Cela dépendra. Si vous avez des problèmes intestinaux, il faudra à ce moment-là aller voir un gastro-entérologue. Si vous avez des problèmes cardiaques, un cardiologue, bien sûr, mais cela va dépendre des problèmes sous-jacents. Et ça peut être tout type de spécialiste, bien sûr, que vous devrez voir. Une question pour le docteur Burrows. Étant donné que nous portons tous des masques actuellement, comment pouvons-nous nous protéger de petites déchirures sur la peau, spécialement sur le visage? C'est vrai que c'est un nouveau problème. Nous voyons ceci dans des personnes qui n'ont pas de SED et qui portent des masques, par exemple dans les centres de santé. Alors c'est important, on peut le faire, il faut garder une certaine humidité sur le visage pour donner sa souplesse à la peau. Des fois, les personnes vont essayer de l'hydrater et ça va éviter le frottement du masque. Si c'est un vrai problème, à ce moment-là, on peut utiliser des bandes de silicone pour le maintenir, comme par exemple sur le nez. Si on ne peut pas trouver ces bandes de silicone, on peut peut-être utiliser autre chose, mais en général, ces bandes, on les trouve partout et ça va aider à protéger la peau. Merci beaucoup. Une question pour Lorraine. Je sais que vous en avez parlé lors de votre présentation, mais les gens demandent comment je peux faire en sorte que la famille comprenne, même s'ils ne veulent pas écouter ou lire des documents, mais je suis un peu fatigué que les gens me mettent en doute. C'est une question très fréquente, malheureusement, pour les patients qui souffrent de SED, parce que des fois, c'est invisible pour les personnes qui nous entourent. Les gens ne savent pas toujours la fatigue, les douleurs qu'on peut souffrir. Alors, j'aimerais bien avoir une solution magique, mais ce qu'on m'a dit, ce que m'ont dit les gens avec lesquels je travaille, c'est qu'il est important de parler de leur histoire personnelle, de ce qu'ils font tous les jours au quotidien. Quelles sont les différences dans l'expérience de chacun par rapport aux autres, simplement pour vivre au quotidien. Il y a des histoires très personnelles qui peuvent aider notre entourage à comprendre notre lutte, finalement. Il y a aussi des groupes de soutien qui peuvent aider les membres de nos familles à nous comprendre. Il y a des personnes qui souffrent de maladies, qui parlent de leur histoire et peut-être que ça va ouvrir leur horizon. Bien sûr, si les membres de la famille ne veulent pas faire leur part du travail, ça va être plus difficile, c'est sûr. Il faut qu'elles soient réceptives. Ça aide en tout cas. Et des fois, c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un avec nous qui fasse notre routine. On va les amener avec nous et on va leur montrer qu'est-ce qui
peut nous limiter alors que eux ne le comprendraient pas si ce n'est pas le cas. On les emmène avec nous, ils vont voir pas à pas comment les petites choses de la vie deviennent compliquées pour nous. Ça les fait se rendre compte de ces difficultés de cette manière. Merci, c'est très utile. Une question pour le professeur Aziz. Est-ce que vous recommandez des régimes alimentaires ou des médicaments pour éviter l'obstruction intestinale chronique à cause du SAID vasculaire? Oui, cette question est pour vous. La seule chose que je dirais, c'est que s'il y a une lésion intestinale qui crée cette obstruction, par exemple à cause de rétrécissement, je recommande un régime qui va être plus bas en fibres pour éviter toute obstruction. Ce sera un petit peu moins évident, notamment si l'obstruction est en haut dans l'intestin grêle. À ce moment-là, peut-être que les sels ne sont pas dégradés en petites particules. S'il n'y a pas d'obstruction évidente, si on ne voit pas dans la radiologie qu'il y a un rétrécissement de l'intestin, il n'est pas nécessaire de changer le régime alimentaire. Une question pour le docteur Chalub. Est-ce qu'il y a des fissures ou des perforations œsophagiennes qui demandent des tests? Alors, je ne suis pas gastro-entérologue, mais alors c'est un article qui est déjà sur le site web, je pense, mais il y a un article qui résume les complications gastro-intestinales, les perforations digestives se produisent dans le côlon sigmoïde. On a entendu parler de perforation du côlon, mais c'est assez rare par rapport à d'autres types de complications. On a un gastro-entérologue, Hakim, qui est là. Peut-être qu'il peut nous aider. Oui, je suis d'accord. Les perforations œsophagiennes ont été observées, mais il y a très peu de cas. Il y a eu très peu de cas observés. Ce n'est pas très fréquent. Les perforations de l'intestin sont plus communes. Les déchirures de la paroi peuvent se produire dans les colonoscopies, j'en ai parlé avant, mais cela ne veut pas forcément dire qu'on a le SAID vasculaire. Ce n'est pas si fréquent, non. Merci. Et une question pour le docteur Hakim. Est-ce qu'il y a une corrélation connue entre le SAID et le le STOP en français, le syndrome de tachycardie orthostatique posturale? Oui, bien, j'en parlerai demain. Nous allons avoir une présentation de Peter Rowe dimanche également à ce sujet. Il y a beaucoup de publications qui décrivent la présence de ce syndrome SPOTS en anglais ou STOP en français chez beaucoup des patients que nous recevons dans nos cliniques spécialisées. L'une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le biais de sélection. C'est-à-dire que quand on voit des patients avec des symptômes plus compliqués en clinique, il est probable qu'ils aient une prévalence, une plus grande fréquence de ces symptômes dont nous allons parler les 2 prochains jours. Ce qu'il faut faire, c'est observer la population générale et essayer de répondre à différentes questions. La première question, c'est à quel point le SPOTS ou STOP est fréquent dans la population générale, en laissant de côté le diagnostic d'une autre maladie. La deuxième question, c'est à quel point le SAID hypermobile ou les maladies HSD sont communes.
Et en troisième lieu, à quel point est-ce que le syndrome POTS ou STOP est fréquent chez les patients de SED, hypermobile ou de HSD? Est-ce qu'il y a une plus grande probabilité d'avoir quelqu'un qui a le syndrome POTS et que cette personne souffre du SED hypermobile ou par rapport à la population en général? C'est un vrai défi parce que nous voyons en clinique beaucoup de personnes avec ces problèmes et ce que je transmets à mes collègues dans les programmes éco et aussi pour les patients, c'est que je leur dis qu'actuellement, ce qui est important, c'est que les personnes puissent reconnaître les signes et les symptômes du POTS. Pendant ce temps, nous, on essaie de voir quel est le lien et quelles pourraient être les raisons de ce lien entre les deux syndromes. Une question pour le docteur Malfait. Pourquoi parlez-vous de tests urinaires pour un diagnostic moléculaire? Est-ce que c'est peut-être utilisé pour diagnostiquer tout type de syndrome de l'air dans l'os? Oui, très bonne question. Eh bien, non. Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question, cela ne peut pas être utilisé pour diagnostiquer tous les types de syndrome de l'air dans l'os. C'est très spécifique pour certains des types rares de SED, notamment les types associés à des mutations dans le gène de l'isodrixlase 1, le type on peut regarder dans l'urine des abnormalités dans le collagène, des anomalies du collagène. C'est un test très spécifique pour ce type de syndrome d'Ehlers dans l'os. Il y a un autre type qui est causé par des mutations d'un autre gène, mais c'est aussi très rare, où l'analyse urinaire est normale, mais bon, ce n'est pas un test qui peut identifier tout type de SED. C'est utilisé lorsqu'on veut trouver des variantes à signification inconnue dans le gène qui code certaines protéines, et puis nous pouvons utiliser dans l'urine si cela crée des anomalies dans les liens transversaux du collagène. Donc c'est une analyse très spécifique pour un type très spécifique de SED. Merci. Une question pour le docteur Burroughs. Est-ce qu'il est commun chez les patients de SED d'avoir une peau engourdie, et spécialement autour des articulations? Alors ce n'est pas quelque chose que je retrouve. C'est vrai qu'il y a les anesthésiques locaux qui peuvent créer ceci, mais peut-être qu'il y a un autre type de problème névralgique. Mais en tout cas, ce n'est pas un signe clinique que l'on retrouve habituellement, cette sensation d'endormissement dans la peau, non. Une question pour Lorraine. Est-ce qu'il y a des facteurs qui affectent si une maladie rare se manifeste à l'enfance ou à l'âge adulte? Et est-ce que le stress ou les hormones peuvent déclencher ce facteur, cette maladie rare? Eh bien, la réponse est oui. Il y a des facteurs qui vont avoir une influence sur le moment où se déclenche une maladie. Et c'est vrai que nous ne savons pas beaucoup quels sont ces facteurs. Nous ne pouvons pas prédire si une personne dans une famille va avoir un problème ou un autre problème à un moment différent de leur âge, ni la gravité de ces manifestations. Mais bien sûr, le stress, et nous voyons aussi que la qualité de vie des personnes va marquer une différence. Toutes les choses sont connectées avec la qualité de vie, le bien-être, bien sûr. Les choses ne sont pas les mêmes. On a parlé d'inflammation aussi, de l'impact de ces inflammations. Je pense que tous ces facteurs importent. Et on essaye de prédire ce qui peut se produire avec les inflammations.
Question pour le docteur Aziz. Est-ce que les greffes de côlon étaient considérées pour les problèmes de transit dans le côlon? Eh bien, non, parce que ce n'est pas très prévisible. On ne sait pas s'il pourrait y avoir une perforation ou pas. Les patients qui n'ont jamais vu de perforation. Je ne ferai pas de greffe à quelqu'un simplement parce qu'il souffre de SED. Non, les greffes d'intestin sont assez problématiques. Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui peuvent faire ce type de greffe. Les greffes de côlon sont très peu fréquentes. On l'a fait avec quelques patients, c'est sûr, des greffes de l'intestin grêle, mais est-ce que cela aura un sens dans quelqu'un qui a des perforations multiples et récurrentes? Eh bien, il y aurait cette possibilité, c'est sûr, mais que je sache jusqu'à présent, il n'y a pas eu de greffe de côlon qui a été fait à des patients qui ont des perforations récurrentes. Si d'ailleurs les perforations récurrentes sont peu fréquentes chez les patients, à moins qu'on utilise certains instruments comme la colonoscopie. En général, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter chez les patients qui ont le SED vasculaire. Dans ce cas-là, nous avons recours plutôt à d'autres méthodes qui sont assez semblables à la colonoscopie. D'ailleurs, cette greffe de côlon peut être une solution très pratique si on se base sur la bibliographie qui existe. Merci beaucoup. Docteur Chalub, est-ce qu'on recommande la vitamine C pour le SED vasculaire ou pour d'autres types en fait de SED? Très bonne question. La vitamine C est liée avec le fait que chez certains patients de SED vasculaire, le nombre de contusions s'améliore lorsqu'ils prennent la vitamine C, mais c'est assez résiduel. Il y a une explication aussi à cela avec aussi en assumant qu'il y a des changements dans la prise de collagène chez les personnes qui prennent de la vitamine C. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires sur la vitamine C, c'est pas cher. Et ce ne crée pas de problème en général et ça peut aider, donc je préfère le recommander. Une question pour le docteur Hakim. Quand est-ce que les enfants devraient être évalués par un généticien s'il y a une histoire familiale de syndrome de l'os? Oui, je pense que le docteur Malfait il saurait mieux répondre à cette question, mais si je peux faire un commentaire général, si vous avez un parent, père ou mère, qui a une maladie héréditaire, génétique, bien sûr, l'enfant doit être évalué pour déterminer s'il pourrait avoir des complications. Parce que c'est vrai que ces maladies, des fois, appartiennent très tôt chez les enfants. Il y a des éléments qui apparaissent très tôt et c'est difficile donc de rien faire. On va essayer, par exemple, si les enfants ont les pieds beaux. Quand on diagnostique l'hypermobilité, la stabilité articulaire chez les enfants et aussi la capacité des enfants pour accepter que les thérapeutes les traitent, moi, le pédiatre dit qu'à partir de l'âge de 3 ans, on peut commencer à penser à une évaluation des enfants, des diagnostics cliniques comme la présence de HDS ou de SED-H, même si il peut y avoir des problèmes dans l'enfance avec ces diagnostics-là, ces deux diagnostics, car les changements
prenne du temps. J'en parlerai lors de ma présentation de demain, quand je parlerai de l'enfance et de l'adolescence, mais je ne sais pas si, Francisca, vous avez d'autres idées concernant cette évaluation pédiatrique précoce. Cela dépend. Pour les types de SED où il y a une variante pathogénique ou une mutation, bien sûr, on peut faire des tests génétiques chez les enfants. Et s'il y a des doutes, des soupçons qui nous font penser que l'enfant a hérité la maladie d'un des parents, on peut faire un test génétique et c'est une décision partagée, on doit dire. C'est quelque chose qui est décidé par la famille, par les parents, par l'enfant en fonction de son âge, bien sûr. Il faudra voir à quel moment on fait le test génétique. Des fois, comme pour le SED classique, le diagnostic clinique peut être aussi très clair et on n'a pas besoin de tests génétiques pour confirmer le diagnostic clinique. Mais pour le SED hypermobile, à mon avis, par rapport à mon expérience, chez des enfants en bas âge, jusqu'à, disons, l'âge de 10 ans, on va dire, il est difficile de dire dans un enfant hypermobile si cette hypermobilité est normale, pour ainsi dire, pour son âge, si cela va disparaître au fur et à mesure lorsque l'enfant grandit, ou si ça va se développer en stade hypermobile ou en trouble du spectre hypermobile, en HSD. Donc, on essaye de ne pas faire de diagnostic dans les enfants, chez les enfants en bas âge, à moins qu'il y ait de signes très clairs. Mais par contre, on fait un suivi pour voir comment cela progresse au moment de l'adolescence. Oui, c'est les orientations fournies par notre groupe pédiatrique, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Et professeur Malfait, on parle des enfants, des adolescents, de l'adulte jeune. Pourquoi est-ce qu'il y a des cicatrices qui se produisent quand on est enfant et dans notre cas quand on est adulte et pas l'inverse? Alors je pense que tous les patients de SED ne sont pas les mêmes, tous les types de SED ne sont pas les mêmes. Et pour les types où on retrouve des mutations, je pense que si on sait qu'il y a un problème, à ce moment-là, on va voir les signes et les symptômes chez l'enfant, même s'il ne se plaigne pas. Dans les familles où on est sûr qu'il y a un SED classique ou un SED hypermobile, si on sait que cela existe, cette pathologie, eh bien, on va voir des signes et des symptômes assez tôt. Mais peut-être que l'enfant se plaindra plus tard. Pour le SED hypermobile, j'imagine que c'est la même chose parce qu'on ne peut pas confirmer un diagnostic en bas âge et c'est pour ça qu'il est difficile, que c'est difficile. Mais bon, on peut revenir à la question principale que pour laquelle Lorraine a répondu. Il y a des fois des facteurs de déclenchement de ces plaintes, par exemple lors de situations de stress ou après des blessures, des traumatismes. Ainsi, nous ne savons pas vraiment pourquoi chez une personne cela peut commencer en bas âge et chez d'autres personnes cela peut prendre des années jusqu'à ce que nous les entendons se plaindre. Même dans une même famille où les personnes qui ont exactement les mêmes mutations, on voit beaucoup de variations pour que ces symptômes commencent à se manifester, on ne peut pas l'expliquer. Merci. Une question pour le docteur Burroughs. Yes. Une bonne question. Je crois que la réponse est oui. Il faut éviter ceci s'il y a d'autres alternatives. Je crois que ce type d'agrafe peut être utilisé dans d'autres cas. Et quand on va, par exemple, approfondir que vous voulez simplement fermer la peau, mais vous n'utilisez pas ceci quand il y a une tension cutanée. Vous pouvez l'utiliser dans le cas de trauma du SED. Mais je crois que réellement, quel est le mot? Je crois que c'est compliqué d'utiliser ce système.
Il faut contrôler la tension. Il faut contrôler. Il vaut mieux mettre des points sutures. Moi, je suggère en général que la fragilité de la peau va éliminer, que l'on mette des agrafes pour fermer les blessures. Une question pour Laurent. Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que la famille puisse te présenter à des tests quand il y a des cas où les membres de la famille sont des candidats? Oui, je crois que nous le voyons tout le temps et dans des conditions où il y a quelqu'un dont le diagnostic est clair et simplement il veut que les autres membres de la famille passent le test immédiatement pour savoir s'ils ont la même maladie ou pas. Mais vous savez que les gens ne font pas toujours ce que l'on veut qu'ils fassent. Alors simplement, je parle avec les membres qui ont une certaine réticence. Et je leur dis, voilà, sinon ils vont parler avec quelqu'un d'autre de notre équipe. Je leur dis quels seraient les bénéfices de cette évaluation génétique. Les gens assument que s'ils vont se présenter, eh bien, ils vont se faire analyser et il se peut qu'ils aient peur. Mais je crois qu'il faut avoir une conversation sans pression, sans forcer les gens. Et les gens, finalement, après cette conversation, vont considérer ceci d'une autre façon. À part cela, chaque famille est différente. Et vous savez, si je savais comment impliquer les membres de la famille à ce qu'ils viennent se faire ces tests, je serais ravi. Eh bien, je crois que nous avons de petits problèmes de son. Je crois qu'il y a des problèmes de connexion de mauvaise qualité. Alors, on va essayer de voir quel est le problème pour améliorer le son. Eh bien, une question, professeur Aziz. Aziz, qu'est-ce que vous recommandez comme gestion de ce qui est la dysmotilité du tract gastro-intestinal quand il y a des problèmes de motilité? Je crois qu'il y a des gens qui ont des problèmes de ce que nous appelons dysmotility dans le cas gastro-intestinal du syndrome. Et ces gens ont ces problèmes. Donc, le principe général, c'est essayer de traiter avec des systèmes de stimulation qu'on appelle procinétiques pour accélérer. Il y a des procinétiques, des produits pharmaceutiques que nous utilisons pour augmenter le mouvement musculaire et ceci se fait avec des produits pharmaceutiques, des neurotransmetteurs vont transmettre ceci. Et ceci va avoir un effet au niveau musculaire, fondamentalement utilisé dans la gestion des gens qui sont de la constipation. Mais ceci est efficace au niveau de l'œsophage, de l'estomac aussi. Il se peut qu'il y ait des problèmes régionaux et des problèmes au niveau de l'estomac, au niveau de l'œsophage, mais je crois que nous devons augmenter la situation, améliorer la situation avec un produit que nous utilisons, qui est utilisé dans la gestion de la nausée et les vomissements. Un effet des stimulations au niveau supérieur, mais trop amide aussi, et d'autres érythromycines est utilisé, de l'érythromycine. Ceci va varier la motilité au niveau de l'estomac et ceci est utilisé pour les problèmes gastriques. Alors, en général, au Japon, par exemple, dans la région asiatique, il y a l'étopride, qui est similaire à l'autre produit, et ceci va stimuler les intestins. Il y a des produits pharmaceutiques qui peuvent augmenter l'effet de la mobilité intestinale, donc ce que nous appelons gut motility. Merci. Une question, et je vais essayer. Nous pouvons parler de plans d'urgence avec une feuille d'instruction à suivre. Nous sommes fiers de ce que nous avons comme groupe de coalition d'alliance. Nous en sommes fiers. Et la salle d'urgence, c'est l'un des éléments que nous avons organisé pour tous les types de systèmes de SAID. Vous devez faire attention à ceci. Nous avons des indications noir sur blanc et c'est publié sur notre site web.
Docteur, qu'est-ce qu'il faut dire aux amis qui peuvent, par exemple, s'il y a un élément de, disons, gravité au niveau vasculaire, qu'est-ce qu'il faut dire aux amis? Je crois que il peut y avoir une rupture, une dissection, des douleurs graves. Si vous avez des douleurs graves, alors la réponse doit être, si vous avez une douleur qui n'est pas normale, vous devez aller immédiatement aux urgences et appeler le 112. Et les gens ont des informations, sachant où ils se trouvent. Alors, il faut dire, vous avez déjà le bracelet, vous avez le diagnostic, l'information, vous avez tout le nécessaire. Si la personne est seule, il y a des instructions quand il y a les urgences qui arrivent. S'il y a un collègue, il faut le dire. Il faut le lui dire, j'ai des symptômes qui ne sont pas normaux, j'ai bien douleur, et il faut aller immédiatement aux urgences. Il faut qu'il me voie immédiatement. Très bien, une question, docteur Hakim. Est-ce que les symptômes cèdent quand on parle aussi avec hypermobilité, vont améliorer ou vont s'empirer avec le temps? Par exemple, le taux de dislocation. Oui, bien sûr, vous voyez, nous considérons que s'il y a une différence, alors permettez-moi de considérer quelques exemples des gens qui peuvent avoir toute une série de symptômes qui vont répondre à des traitements différents. Par exemple, physiques, des traitements médicaux, etc. Alors, il faut pondérer la vulnérabilité et que les symptômes soient sous contrôle. La personne ne peut pas dire « je n'ai pas d'EDS hypermobile, mais c'était moins symptomatique ». Il y a des gens qui ont l'EDS ou le SED avec hypermobilité, mais asymptomatique. Eh bien, nous allons voir des sujets qui, par exemple, peuvent empirer avec le temps. Et il faut utiliser plusieurs traitements. Ce que nous pouvons faire, c'est arrêter ce progrès de la maladie. Arrêter et les garder dans un état stationnaire, dans un état où ils ne vont pas empirer, ils vont rester tels quels. Eh bien, la maladie et l'expérience qu'ils ont, c'est d'être dans une situation stable, qui ne va pas empirer. Malheureusement, et ceci est inévitable, dans tous les domaines de la médecine, il y a des sujets qui ne vont pas répondre d'une façon ou d'une autre au traitement que nous avons. Et l'expérience sera qu'ils vont continuer à progresser dans la maladie. Il y a des traitements, par exemple, qui ne permettent pas l'amélioration. Ceci, on voit toujours, on voit tout le type de cas. Tous les types de cas sont possibles. Merci beaucoup. Une question, professeur Malfait. Quelle est la prévalence en général du syndrome SED? Est-ce que vraiment il ne s'agit pas de maladies rares? C'est une question très difficile à répondre car réellement nous ne savons pas le taux de prévalence. La prévalence générale du SED, comme en tout, a été estimée de l'ordre de 1 sur 5000. Et ceci fait en sorte qu'il s'agisse d'une maladie rare. Vous avez vu la définition. Une maladie rare, c'est quand ça concerne moins de 1 sur 2000 personnes en Europe ou moins de 250 000 au niveau des États-Unis. Mais alors 1 sur 5000 fait en sorte qu'il s'agisse d'une maladie rare. Mais nous n'avons pas les chiffres, nous n'avons pas d'études épidémiologiques à propos de cas, de SED, tous les types de syndrome Ehlers-Danlos. Donc pour l'instant, même en ce qui concerne le SED avec hypermobilité, spécialement avec les nouveaux critères de sélection, tout ce qui a été publié il y a 3 ans. Donc il n'y a pas d'études. Et en ce qui concerne les autres types de syndrome Ehlers-Danlos où il y a des mutations,
Ceci reste des maladies rares. Par exemple, hypermobilité. Il faut faire des études épidémiologiques pour savoir exactement la prévalence, le taux de prévalence. Mais je pense que même dans ce cas, si nous suivons les critères actuels, ils vont être classés dans ce domaine de 1 sur 2000, 1 sur un nombre de personnes très élevé. La réponse, c'est que nous ne savons pas. Pour l'instant, nous ne savons pas le taux de prévalence exact. Merci. Dr. Barrows, comment voyez-vous le point de vue, donc la peau plus foncée, que se passe-t-il quand il y a les races différentes, le point de vue ethnique différent? C'est une question pertinente, évidemment, et je dois dire que j'ai pensé à ça pour savoir au syndrome LR dans l'os, tout type ethnique est confondu. Et je crois qu'on a étudié la peau des personnes à peau claire, les personnes blanches. Et je crois que dans la société multiethnique, il faut considérer tous les types d'ethnicité en ce qui concerne les cicatrices. Ce n'est pas difficile dans une peau plus foncée. L'idéal serait d'essayer de constater s'il y a des veines. Et j'ai étudié par exemple la peau fine. Vous pouvez voir le réseau veineux. Dans le cas d'une peau blanche, vous pouvez le voir, mais ceci est plus difficile dans une peau plus foncée. Mais c'est là, ce n'est pas que ce soit pas visible, c'est plus difficile, mais on le voit. Tout ce que l'on voit sur une peau blanche est possible dans une peau plus foncée. C'est simplement d'être formé. C'est pas qu'on puisse pas voir, c'est qu'il faut s'habituer à voir les choses. Merci, parfait, très bien. Il faut parler de ça et il faut qu'il y ait plus d'informations à ce sujet dans ce domaine. Une question, Lorraine, on voit ce que le Wi-Fi donne, le système d'Internet. Que faire? Alors là, par exemple, est-ce que nous avons la possibilité de voir tout? Notre recommandation thérapeutique, c'est que c'est pour le type vasculaire à long terme. C'est de trouver des fournisseurs, des médecins traitants qui puissent avoir de l'expérience à traiter des maladies complexes. Il y en a beaucoup qui ne sont pas génétiques, il y a d'autres types. Il ne s'agit pas d'une personne experte en SED. Vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une personne complexe, des sujets complexes, et voir l'information. Et c'est une personne qui soit accessible tout le temps pour travailler avec toute l'équipe. Oui, l'important, c'est d'établir les connexions adéquates. Une question, professeur. Nous n'avons pas le temps, mais on va essayer de vous poser quelques questions. Quelles sont les corrélations? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la EDS et des systèmes gastroparèses? Est-ce qu'il y a des gastroparèses? Est-ce que nous avons des paralysies intestinales? Bon, je crois qu'il y a des associations qui existent dans nos sujets SED, le sujet du syndrome LR dans l'os, du point de vue fonctionnel, du point de vue de l'intestin, c'est beaucoup plus fréquent. Et vous voyez ceci, la fonction intestinale qui est ralentie, et ceci va concerner les sujets d'une façon différente, et tout va être ralenti au niveau de l'intestin. Il y a des sujets où le syndrome LR dans l'os permet une lenteur. Je dirais qu'il s'agit, un terme, c'est la paralysie de l'estomac. Je crois que c'est un retard pour vider l'estomac. Donc ceci va produire des symptômes. C'est une sorte de constipation. Et c'est une association dans pas mal de conditions, mais nous n'avons pas identifié ceci dans d'autres conditions. À part l'EDS, nous n'avons pas de données sur la fréquence, mais nous avons des données sur comment la dyspepsie fonctionnelle arrive dans le cas de sujets EDS. Functional dyspepsia signifie que l'on a des symptômes type indigestion sans avoir d'ulcère, sans avoir d'autres problèmes. Et le problème de ces conditions, c'est que 50% de tous les sujets présentent des types de symptômes, comme s'il y avait une indigestion.
C'est ce qui arrive dans l'hypermobilité. Et dans le sous-groupe, il y a des gens qui ont le fait de vider l'estomac lentement. Cette dyspepsia est un cas à considérer. Et les traitements sont les mêmes que pour les gens diabétiques. On va stimuler, on va utiliser des diètes adéquates et réduire, donc pour qu'il y ait donc la possibilité de ne pas ralentir le processus. Et sinon, on va utiliser le métroclopramide. Et je crois que c'est une possibilité. Et continuer avec l'érythromycine et d'autres agents. Il y a des traitements faisables, des traitements possibles. Merci beaucoup. Une question, Chérine. Tous les CED, alors qu'on va parler d'hypertension et au niveau du crâne, pour ceux qui m'entendent, je crois que la terminologie, c'est les pseudo-tumeurs cérébrales. C'est une tumeur, pseudo-tumeur cérébrale. Ceci peut se présenter avec des maux de tête. Les maux de tête sont fréquents dans le cas vasculaire. Mais je ne crois pas que ce soit en rapport avec cette maladie. Ceci n'a rien à voir avec cette maladie. Merci beaucoup. Nous avons la dernière question et je crois que si quelqu'un veut répondre, à part le docteur Hakim, je pense que le concept éco-EDS, c'est expliquer aux gens comment traiter au niveau mondial. La question c'est, docteur Hakim, quel est l'élément que vous voulez que tout le monde sache sur le syndrome SED? Quel est l'élément fondamental qu'il faut passer aux gens? Eh bien, je crois qu'ils doivent savoir s'ils écoutent ce qui est dit et s'ils écoutent. Alors, s'ils ne savent pas écouter les sujets, il ne faut pas qu'ils voient nos malades. Donc, il faut apprendre à écouter nos malades et leurs besoins. Voilà, merci. Merci. On va remercier les orateurs. C'était la dernière question. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la dernière vidéo de la journée. Merci beaucoup.